Bonjour et bienvenue à tous dans le 28e épisode de What is Love. Je suis Aïssata Et moi, Meggy, et nous sommes de retour avec un épisode très spécial qui nous tient à à cœur. ça, à ça. Et on a essayé de faire une intro sans spoiler, mais l'épisode est tellement spécial, comme on disait, je pense que c'est l'un de nos épisodes préférés et on veut vraiment pas spoiler cette fois-ci parce que je pense que ça sort vraiment de toutes sortes d'histoires qu'on a pu entendre sur le podcast. On veut pas vous spoiler, on veut vous souhaiter bonne écoute en même temps. Vraiment, vraiment aujourd'hui, on est juste venu vous dire bonne écoute, écoutez, enjoy, commentez, dites-nous ce que vous en avez pensé et puis peut-être qu'on peut faire, Meggy, c'est qu'au prochain épisode, au début, on pourra Ouais. faire notre petit débrief et tout, mais on veut vraiment pas que ça vous gâche l'effet de surprise que nous, on a ressenti à certains moments de Mhm. l'histoire. Ah ça, c'était chaud. J'ai Donc, aimé. franchement, beaucoup, top, top, top. Mais par contre, le truc que je dirais, merci à notre audience sénégalaise parce que cette histoire est venue Ça. d'un appel à candidature qu'on a fait lorsque j'allais à Dakar en fin d'année dernière. Donc, ça fait plaisir de voir que quelqu'un a répondu à l'appel de Ah, ça. raconter son histoire. Et c'est tout, hein? En tout cas, merci vraiment à nos auditeurs sénégalais et à ceux qui nous ont envoyé des messages pour enregistrer avec nous. Et merci à vous pour vos commentaires. On vous a menacé un peu. Je pense que ça a marché un peu. Ça a marché, ça a marché. Il y a des personnes A qui ont réussi. répondu à l'appel. Donc, merci à ces personnes-là. Ouais. Et bonne Et bonne écoute. écoute. Quand on avait un peu au début des années 2000, avant les années 2000, je crois que je devais avoir 14 ans, il devait en avoir 16. Ma famille était venue s'installer au Sénégal. Lui était au Sénégal parce que, tu sais, les jeunes, les jeunes Sénégalais qui ont grandi en France et qui font un peu trop de bêtises. Et que les parents te disent, ah, tu vas faire un petit tour en vacances au pays chez une tante comme ça. Et en fait, il est resté coincé ici. Et donc lui, c'était un ami de mon cousin. Et je me rappelle que quand mes sœurs et moi, on allait chez ma tante, donc il y avait mon cousin et ma cousine, on allait là-bas. Lui, il était là avec toute sa bande. Donc c'était les grands, nous on était un peu les petites. Tu vois comment ça va un peu, on les regardait, ils faisaient du breakdance. Ils sortaient, donc on était un peu fascinés par tout ça. Et on était dans ce groupe, donc il y avait lui et deux autres de ses frères. Alors de caractère, lui c'était le plus réservé, il n'était pas très jovial, pas très... on ne calculait pas trop. On était plus proche de ses frères. Et donc voilà, on s'est côtoyés pendant 2 ans. Et quand on a quitté Dakar, on a quitté le Sénégal, on s'est perdu de vue, tu sais. Au début, on n'avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas les réseaux sociaux, donc quand tu pars, c'est fini en fait, on se voit plus. Et puis on n'était pas si proches non plus, donc on se sépare. Ma famille et moi, on part en Belgique. J'apprends quelques temps après, lui, il est en France avec sa famille. Et voilà, plus rien. Pendant 19 ans. Et 19 ans, on est 2020, Covid, confinement. Alors je me rappelle, je suis dans mon petit appart, ma petite coloc à Bruxelles. Je sais pas, j'ai le Sénégal qui revient dans ma mémoire et ça revient. Et je me dis, il faut que je parte. Je sais pas, c'est un peu une époque un peu bizarre, hein, le Covid au départ. Hein. On savait pas vraiment ce qui allait se passer. Donc je décide de partir, mais je sais pas vraiment où. Je me dis, je vais aller au Congo, je vais aller au Rwanda, je vais aller peut-être le Sénégal. Et bref, j'étais là. J'ai lu Marie Kondo, le livre donc La magie du rangement. Donc j'ai commencé à ranger. Je suis tombée sur une vieille boîte de chaussures avec, tu connais, les photos, les cartes et tout ça. Et je vois des photos de lui, de ses frères et de toute cette époque en fait au Sénégal. Et là, je me dis, oh mon Dieu, truc de ouf. Alors, je prends mon téléphone, je cherche la famille sur les réseaux sociaux. Je tombe sur son frère, à qui j'envoie un message, qui me dit qu'il a installé dans le sud de la France. Et puis, du coup, on papote. Et puis, je dis, ah ouais, tes deux autres frères, ils sont où? Il me dit, il y en a un qui est avec moi ici, mais mon autre frère, du coup, il est à Paris.
Et je le contacte aussi. Je les ai tous les trois contactés. On a un peu papoté. Je pense que très vite, on s'est échangé de numéro de téléphone et je l'ai appelé. Mais c'est même pas... Franchement, moi, maintenant, j'y repense. Mais appel vidéo, quoi. Ouais, genre, on s'est pas vu pendant 19 ans. Appel vidéo direct. Ah, salut, comment tu vas et tout. On papote. Et moi, à l'époque, donc j'avais rompu il y a quelques mois avec le garçon avec qui j'étais avant. On s'entendait toujours bien, on continuait à se parler. Du coup, tu sais, des fois, tu sais plus. Puis moi, j'avais des doutes. Est-ce que je voulais reprendre et tout? Et pour mettre fin à mes doutes, je décide d'aller le voir à Paris, ce garçon. Et en allant le voir à Paris, j'envoie aussi un message à monsieur en lui disant « Ah tiens, regarde, je suis sur Paris, voilà, si t'as le temps, on se capte. » Comme par hasard, il était à Paris, parce qu'il faut savoir qu'il n'est pas souvent à Paris. Il est un peu en déplacement dans la France. On se capte, ça se passe super bien, on discute. Je lui prête mon livre de Marie Kondo que j'étais en train de lire. Et voilà, en fait, ça, c'est bon. Moi, j'ai mon closure avec l'autre relation. Je rentre à Bruxelles avec une idée bien claire. C'est bon, je pars, je quitte l'Europe, je vais au Sénégal, c'est bon, c'est fini. J'ai plus rien ici. Ma relation là, je sais que ça va aller nulle part. J'avais pas de boulot à ce moment-là. J'étais en coloc, donc je voulais quitter ma coloc. Donc je commence à postuler. Et je postule, je trouve du taf ici. Je mets les voiles. La dame, elle me dit, tu peux commencer quand? J'ai dit hier. Dans une semaine, j'emballe toutes mes affaires, je les mets dans un garde-meuble et je me casse. J'arrive ici, je commence à bosser et en fait, on se parle de temps en temps. Et je lui dis, devine quoi, je suis à Dakar maintenant et tout. Il me dit, trop bien. Je viens tous les hivers, en fait. Je viens. Sachant que je suis enseignante, j'ai les vacances de Noël. Comme par hasard, ça coïncidait exactement avec ces dates. Il me dit, je viens à ce moment-là, mais tu sais, moi, Dakar, c'est pas trop ma came. Je viens... je serais plus vers la Casamance. Et moi, oui, la Casamance, mais moi, j'ai jamais été en Casamance. Je rêve d'aller en Casamance. Il me dit, ouais, tranquille et tout. On en parle et puis quelques semaines après, il m'envoie mon billet d'avion. Il dit, écoute, je serai là-bas, je pense que c'était une semaine à 10 jours. Ok, on se parle, tranquille, de temps en temps, tu vois, mais rien de... C'était pas de la séduction, il y avait pas d'ambiguïté, c'était vraiment deux anciens potes qui renouaient, qui se parlaient de temps en temps. J'arrive ici, on est au mois de fin août, début septembre. Nous, on doit se voir en décembre. Je vis ma vie à Dakar, quoi, tu vois, je viens d'arriver et tout ça. Et je pense que 3-4 jours avant qu'il arrive, je rencontre un gars, un Sénégalais aussi, qui vivait aux États-Unis, qui venait pour les vacances, qui vient d'arriver. On se croise. Coup de foudre. Et moi, je suis en train de remettre mon voyage en Casamance en question. Je suis là, oh non, j'ai pas envie d'aller parce qu'avec ce gars-là, on s'est vu qu'une fois, mais en fait, ça m'a fait trop. On parlait pendant des heures, on voulait pas se quitter. C'était vraiment très, très, très bizarre. J'avais jamais vécu ça. Donc, je lui dis, non, mais ça se fait pas. Il a payé les billets d'avion. Viens, j'y vais quand même. Je passe une semaine et puis je reviens. Et j'avais encore une semaine de vacances à Dakar. Donc, je décide de partir en Casamance avec lui. Quand on arrive en Casamance. En fait, je lui ai même pas posé de questions, pas où on va dormir. On arrive en Casamance. Il a pris 2 chambres d'hôtel. J'ai ma chambre, il a sa chambre. Il fait ses petites histoires. Moi, je suis là, je suis en vacances, tranquille. On se retrouve tous les matins pour prendre le petit-déj. Mais lui, il a un mode de vie assez réglé, assez régulier, assez sain. Donc, il se lève le matin, prend son petit déjeuner, il va à la salle de sport, et puis il allait faire des trucs administratifs, voir sa famille et tout ça. Des fois, je l'accompagnais, et des fois, c'était un peu cheap. Donc, on fait ça. Mais on est là, on vit... Moi, tous les soirs, je suis au téléphone avec l'autre, là. Oh oui, plus que 4 jours. Après, je reviens à Dakar. Et le 5e soir, parce que donc on prenait le petit-déj tous les matins ensemble, et le soir, on mangeait ensemble. Donc, on allait toujours manger au même resto. Donc, le soir, on va manger au resto. C'était le soir de Noël. On mange. Il dit, ça te dit de prendre un dessert et tout. Puis moi, je suis là, on n'a jamais pris de dessert puisque les plats sont assez copieux et tout. Et puis, je dis, ouais, alors, prenons un dessert. On prend une bûche de Noël, genre glacée, là. En plus, il faisait super chaud, donc le truc fond, quoi. Et là, pendant qu'on est en train de manger le dessert, il me tend une petite boîte, un cadeau.
Et je me dis, mince. Je regarde le truc, je dis, mais oh, mince, c'est vrai, c'est Noël. Tu sais, t'es au soleil, moi, tu vois, j'ai oublié que c'était Noël, ça fait pas très esprit de Noël, la Casamance. Je dis, mince, c'est Noël. Après, je lui dis, mais attends, t'es pas musulman? Mais attends, mais j'ai pas de cadeau pour toi, mais tu fêtes Noël, tu vois, je suis là en train de parler, il dit, prends le cadeau, ouvre. D'abord, je le mets sur le côté, je continue à manger ma bûche qu'ils font, il me dit, tu l'ouvres pas? Je lui dis, bah, ouais, ok, je l'ouvre. Je vois une bague, du coup, cette bague que je porte. Et je comprends pas, mais du coup, je vois la bague, je dis, oh, super. Parce qu'en fait, j'avais un bracelet, tu sais les bracelets qui ressemblent à ça. Je mets la bague, enfin, je veux la mettre sur mon doigt, il me fait, wow, attends. Et puis, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, mais c'est pas une bague comme ça, c'est une bague, en fait, si je t'offre cette bague, c'est pour te demander si tu veux être ma femme. Moi, je le regarde, mais j'éclate de rire. J'éclate de rire parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait, lui? Et surtout, je me dis, c'est une blague. Parce qu'il faut savoir que 2 soirs plus tôt, on avait discuté et il m'était arrivé à peu près la même chose. Un ami de longue date m'avait aussi fait cette proposition. Et ça sortait tellement de nulle part que je lui avais dit, j'avais dit non, quoi. Et j'avais pas compris la demande. Et quand je lui parlais à lui, quand je lui ai raconté l'histoire, je lui ai dit, non, mais vous, les Sénégalais, le mariage, c'est comme ça, quoi. Bonjour, salut, on se marie. J'ai dit, mais c'est pas comme ça. Et comme je lui avais raconté ça, je me suis dit, il veut me faire une blague. Donc, j'y ai pas tout de suite cru, mais il est resté impassible. Il était très sérieux. Il m'a dit, je parle français, c'était clair, j'ai pas bégayé. Donc voilà, maintenant la balle est dans ton camp, qu'est-ce que tu réponds? Et le pire, c'est que moi, je disais pas non, en fait. Je disais pas non, et je comprenais pas pourquoi je disais pas non. Parce que c'était absurde, la situation était totalement absurde. J'étais là, mais il y a rien, il y a pas de... Tu sais, il y a pas eu pendant le séjour un petit jeu de séduction où il y a rien eu, tu vois, donc d'où sort ce truc? Et en même temps, le nom ne sort pas de ma bouche, ce qui m'intrigue énormément. Et lui, qui est très sérieux de l'autre côté, ça m'intrigue encore plus. Et je pouvais rien lui dire à part que je suis obligée de répondre là, tout de suite. En plus, je crois que je l'ai un peu agressé. Il me dit non, prends ton temps, on peut en reparler demain au petit déjeuner, tranquille. Je dis ouais, on en parle demain. Du coup, là, on retourne à l'hôtel. Trajet, je me souviens même plus du trajet pour te dire, tellement j'étais dans ma tête. On retourne à l'hôtel, il me dit bonne nuit. Et il était tellement zen, tellement tranquille. Et moi, j'étais dans tous mes états dans ma tête. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais dans ma chambre, j'éteins mon téléphone. Premier réflexe, parce que je me dis, je vais tenter d'appeler ma sœur, une de mes sœurs ou une de mes amies. Et je voulais pas être influencée dans cette décision. Donc, j'éteins mon téléphone. Et j'avais pris les 2 bagues, en fait, parce qu'il avait les 2 alliances. Il avait fait faire la sienne et il avait fait faire la mienne. Donc, je les ai prises. Et en fait, il m'a dit, écoute, si ta réponse est non, on n'est pas obligé d'en parler. Tu peux mettre les 2 bagues devant la porte de ma chambre. Et puis, c'est bon, on n'en parle plus, quoi. Donc, moi, j'étais dans ma chambre d'hôtel avec les 2. J'ai regardé, je les ai mises à tous les doigts. Franchement, je réfléchissais. J'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive et tout. Et je me disais, mais tu veux pas l'épouser? Pourquoi tu lui dis pas non, tout simplement? Et je sais pas, le non sortait pas. Et j'ai réfléchi. J'ai passé une nuit blanche. Je me suis endormie aux petites heures du matin. Le lendemain, donc on se lève, petit déjeuner. Je le vois hyper frais. Je lui dis, ça va, bien dormi? Et il me dit, ouais, super bien dormi. Genre, lui, il a trop bien dormi. Et moi, j'étais là, j'avais des cernes. J'ai dormi 2 heures. On est là, on prend le petit-déj et personne ne parle de la bombe. Et puis, je lui dis, bon, à propos d'hier soir, je vois qu'il veut parler. J'ai dit, non, mais laisse-moi parler. Et puis, il a remarqué que c'était pas non, vu que j'avais pas laissé les bagues devant la porte de sa chambre. Donc, je lui dis oui, mais en fait, j'ai besoin qu'on ait une conversation. Bref, tu vois, qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi cette histoire? D'où ça sort? Et on discute. Donc, du coup, je lui demande pourquoi vouloir se marier? Pourquoi moi? Qu'est-ce que c'est le mariage pour lui? Tout plein de questions. Et si je disais oui, qu'est-ce que ça implique?
où est-ce qu'on va vivre. Moi, je suis venue ici au Sénégal parce que j'aime bien, mais je sais pas si je me vois rester ma vie ici. Toi, tu vis pas ici. Enfin, tu vois, trop de choses. Tu veux des enfants, t'as des maladies, enfin, je sais pas, tellement de choses. Lui, il me dit que le soir, quand on allait au restaurant, tous les soirs, on parlait beaucoup. Et il me disait, ben, en fait, tu te rendais pas compte, tu te confiais, en fait, quelque part, et puis tu me livrais certaines choses. Et c'était des informations cruciales pour lui, en fait, dont il avait besoin. Lui, la fois où on s'est revus à Paris, il s'est dit, potentiel. Après, il s'est dit, bon, elle part. Et il s'est dit, bon, comme je vais au Sénégal, chance de la revoir. Et là, je vais passer du temps avec elle et je saurai tout de suite si oui ou non. Il fait faire les bagues, il dit, si je le sens, je lui donne. Je lui propose. Mais sinon, c'est mort. Si je vois comment elle est et ça matche pas avec la vision que j'ai de la femme, du partenaire que je veux pour ma vie, bah, je lui demande pas, en fait. Il avait pas de pression, en fait, par rapport à ça. Il s'est dit, on va partir, je vais voir. Et il savait pas, il s'était pas fixé, oui, je vais lui donner à tel moment. Non, c'était, on va voir, quoi. Et en fait, lui, à partir du moment où il fait la demande, c'est clair. Pour lui, c'est très, très clair. Et il me dit, bah voilà, en 5 jours, j'ai vu ce que j'avais à voir et j'avais pas de questions, en fait. Il avait vraiment aucune question. Il m'a dit, ouais, je savais. Alors moi, j'étais là avec toutes mes conditions, j'avais ma liste. Oui, alors moi, je veux ça dans ma vie. Alors moi, je savais que j'ai un boulot qui me passionne, mais je savais bien que je voulais avoir des enfants et que je voulais prendre le temps d'être avec mes enfants. Et que ben pour ça, en fait, j'avais besoin d'être avec un partenaire qui, à un moment donné, allait pouvoir accepter que je puisse pas contribuer financièrement au couple et à la famille et qui pouvait prendre cette charge sur ses épaules. Et ça, on en a parlé tout de suite. Et il m'a dit que c'était OK. Et d'ailleurs, quand il m'a dit que c'était OK, ça m'a un peu fait peur parce que je me suis dit, non, ouais, je vois ce que c'est. Le genre de gars qui veut que la femme, elle reste à la maison, elle fasse tout, elle va pas avoir une vie épanouie, ça. Je lui dis, non, mais en fait, non, en fait, si je veux pas ça, si je fais ça pendant 1 an et que j'aime pas, on me dit, bah, tu vas travailler, en fait, c'est pas mon... Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est que tu travailles pas, je compte pas sur ça. On a vraiment une bonne conversation, on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'aspect financier du mariage, de qui allait contribuer à quoi, comment en fait on allait s'organiser. Et au fur et à mesure de la conversation, qui était très fluide au fait, j'ai compris pourquoi j'ai pas dit non en fait la veille. Et j'ai compris pourquoi le non ne sortait pas. C'est comme si je savais que c'était lui. Sans le savoir. Et là, je commençais à l'accepter. Je commençais à accepter que en fait, this is it. C'est comme ça, en fait. Là, c'est ça. C'est ça, c'est lui, il est là. Tu vois, il est devant toi. Et on continue à discuter. Et puis, on se rend compte que, en fait, on peut discuter pendant des heures. Et que, voilà, il faudra se laisser le temps, apprendre à se connaître. Et que c'est quelque chose qu'on était d'accord de construire tous les deux, de co-construire. Et on voulait que la base, ce soit le mariage, en fait. Que ça, ce soit notre fondation, ce soit le mariage, et qu'on allait construire à partir de là. Et donc, je lui redemande, oui, à propos de la question d'hier, c'était quoi encore que tu voulais? Obligé. So he got down on one knee. Et il a fait vraiment la demande properly. Et j'ai dit oui. Et je me rappelle qu'après avoir dit oui, c'était so awkward. Parce que du coup, j'ai dit, on fait quoi maintenant? I guess we have to kiss. Et après, on se dit, on appelle nos familles. Ok, on a fait une photo et j'ai envoyé la photo à mes sœurs, à mes copines et tout ça, à la famille proche. Et tout le monde était là, mais c'est une blague. Lui, il a juste appelé, il a juste dit, ouais, je me marie. Et puis les gens ont dit, oh, ok. Enfin, tu vois, pour lui, c'était un peu plus fluide. Et moi, comme je suis la grande blagueuse aussi dans ma famille, les gens ils se disent, oh là là, elle vient avec quoi encore, elle? On était en Casamance, mais comme on était à Ziguinchor, on est parti à Cap Skirring parce qu'on passait
2 ou 3 derniers jours à Cap Skirring avant de revenir à Dakar, dans l'hôtel de quelqu'un qu'on connaissait là-bas. Et en fait, quand on arrive là-bas, l'endroit était magnifique. Et lui, il me dit, ça te dit pas qu'on se marie ici? Il me dit, dans un an, on revient avec notre famille et puis on fait la cérémonie ici. Oui, sachant qu'on était en plein Covid, les gens pouvaient pas voyager encore comme ils voulaient. Et puis, je sais pas, il avait trop une vision en fait. Il avait trop la vision. En fait, moi, ça avait l'air tellement loin, tellement surréaliste. Et j'étais là, maintenant, doucement. Et en fait, on a commencé tout de suite à préparer le mariage. 2 mois plus tard, en fait, on s'est mariés. Parce qu'il faut savoir, dans la religion musulmane, si tu présentes partenaire à ta famille, c'est pour se marier. Et pourquoi attendre? Donc, on a tout de suite organisé. Les prochaines vacances, donc là, c'était les vacances de Noël, donc les vacances de février. C'était la semaine pour aller se marier. Il est d'abord venu dans ma famille, du coup, demander ma main. Puis, du coup, on m'a dit oui. Donc, le lendemain, on est parti en France se marier. On a fait le mariage traditionnel musulman, donc dans sa famille. Et c'était super chouette, en fait. C'était très bizarre. J'étais hyper à l'aise. Hyper sereine. Ma grande sœur était là, ma mère aussi. Et elle me disait, mais ça va? J'étais là, ouais, tout va bien. Elle me dit, mais tu te maries là? Je disais, ouais. Et comme lui, il vivait encore en France, donc moi, je suis revenue. Donc les dates, c'était, on se marie en février, mariage traditionnel. Juillet, août, on va au Congo et au Rwanda pour faire dans tes familles respectives. Et en décembre, on fait le mariage avec nos potes, nos amis, on fait la fête en Casamance. Sauf que l'étape de l'été a été sautée parce que les restrictions au Rwanda, il y avait des restrictions pour les mariages, donc on ne pouvait pas faire de social gathering. Et au Congo, ça n'a pas pu se faire parce que il me semble qu'il y avait les vols, il n'y avait plus de vols entre Kigali et Kinshasa, un truc comme ça. Donc, on saute, on arrive en décembre, on fait la grosse fête avec tous nos potes, mes frères et sœurs, famille proche en fait qui viennent. Et c'était trop bien. Donc en plus pour nous ça marquait le coup de 1 an en fait. Parce que on s'est mariés jour pour jour 1 an après le jour de sa demande en fait. Quand on a commencé notre relation, qu'on s'est mariés et tout ça, mes amies elles se posaient des questions. Elle me disait, mais est-ce que ça va? Elles étaient même inquiètes, au fait. Tu nous as jamais parlé de lui. Maintenant, c'est ton mari. Enfin, c'est ton fiancé. Ça va être ton mari dans quelques semaines. Est-ce que tu l'aimes? Tu vois, il y avait cette question qui revenait à chaque fois. Tu l'aimes? T'es amoureuse de lui? Et je me posais la question, je me disais, non, je l'aime bien en tant qu'être humain. He's a decent human being. Enfin, je ressens pas, en tout cas, ce que j'ai pu ressentir dans des relations dans une relation ou l'autre où j'avais ce sentiment amoureux. J'avais pas du tout ça. Et en fait, ça me dérangeait pas tellement au début, mais on me l'a tellement demandé. Mais est-ce que tu l'aimes? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous êtes amoureux? Il est amoureux de toi? T'es amoureux de lui? T'es amoureuse de lui? Et un jour, je lui demande, je lui dis, ouais, en fait, j'ai une question. En fait, tu penses qu'un jour, on sera amoureux? Est-ce qu'on va... Parce que là, c'est bien, on a décidé de construire, et voilà, et on avait un plan, et on allait dans la même direction. Enfin bref, je lui demande, tu penses qu'on va tomber amoureux? Elle dit, écoute, si sur le chemin de notre mariage, on tombe amoureux, c'est la cerise sur le gâteau. Mais viens, on se concentre sur les choses les plus importantes. C'est-à-dire notre plan et la construction de notre projet de vie et de ce qu'on est en train de construire. Et il me dit, voilà, et si, along the way, on tombe amoureux? Il me dit, fine. Mais c'est pas ça le plus important, en fait, dans notre mariage. C'est pas ça qu'on va mettre en premier. On est en train de construire des bases solides qui vont être la confiance, le partenariat, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, l'amour, c'est pas... il m'a dit, c'est pas le plus important. En tout cas, moi, il m'a dit, je me concentre pas là-dessus, quoi. Et en même temps, il me disait, je sais que quand il a demandé ma main à mon beau-père, il disait... parce que mon père lui a demandé, mais quoi, tu l'aimes? Et il a dit, je vous mentirais si je vous disais que oui, parce qu'on se connaît pas encore assez. Mais en tout cas, ce que je peux vous promettre, c'est que jamais je lui manquerai de respect,
et que je vais toujours la protéger. Je vais toujours la respecter et je la protégerai toujours. Donc ça, c'est les 2 choses que je peux vous promettre. Et je prendrai soin d'elle comme je prends soin de moi. Ça a contenté tout le monde. Les gens se sont dit, bon, ok, on prend. Et en fait, pendant longtemps, en fait, on était dans cette relation où on se parlait, puis c'était fluide, c'était sain. Et j'avais rarement vécu un truc comme ça, en fait. Pour moi, la conception de l'amour ou du mariage dans l'amour ou de l'amour dans le mariage, c'était quelque chose, en fait, avant de considérer du coup le mariage avec monsieur, je m'étais dit, j'avais déjà été amoureuse. J'avais été amoureuse quand j'ai eu 18 ans. En fait, j'ai vécu ce sentiment qui te prend, qui te retourne et que tu es là et tu penses que c'est à la vie, à la mort. Et j'ai connu ça, en fait. Et je recherchais plus ça. C'est plus du tout ça que je recherchais. Je recherchais vraiment de la stabilité et je m'étais mis dans la tête que je voulais quelque chose qui dure. Je voulais quelque chose de safe, de sécure, d'apaisé, de calme, en fait. Et je pense que c'est ça que j'ai reconnu chez lui et que c'est pour ça que j'ai pas dit non, en fait, au début. Parce que quelque part, même si dans ma tête, je le savais pas, je pense que tout mon être le savait. En fait, mon être l'a reconnu avant que moi-même, je puisse reconnaître ce que c'était. Et je lui ai fait confiance. Et quand il m'a dit, bon, ben, si ça vient, ça vient. Mais si ça vient pas, en fait, on est en train de construire tout le reste. Et tout le reste, c'est solide, en fait. C'est du solide et ça va nous emmener loin. Et alors, voilà, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, bon, ben, ok, ça me va. Franchement, ça me va. Petit à petit, je me suis rendu compte que... Mais vraiment, un jour, ça m'a frappée. Je pense qu'on était à 1 an et demi, presque 2 ans, hein, de mariage. Je me suis assise et je me suis dit, non, mais en fait, je pense que je recommençais à sentir ce truc-là tu sais, quand t'es jeune et que enfin, je recommençais à sentir ça et je me dis, ah, mais c'est ça qui est en train de s'installer, au fait. Tu vois, il y avait un profond respect, une profonde amitié, beaucoup de choses qu'on partageait, on parlait de tout, on n'était pas souvent d'accord, mais on avait vraiment ce respect. Et comme on avait décidé tous les deux, sans que personne nous impose, sans masque, sans... En fait, ce qui était génial, c'est que comme on s'est dit, bon, bah, on se marie, on va construire là-dessus, bah, en fait, on était tout de suite vrais. Bah, parce que, what's the point? On va pas commencer à faire semblant, en fait. Là, on a signé pour la vie, donc autant être soi-même. Et il y avait cette liberté, cette légèreté à être soi-même, qui fait que, tu vois que l'autre t'accepte, et en même temps, il n'a pas envie que tu restes dans tes travers. L'autre t'aide aussi à évoluer, et ok, t'es comme ça, mais oui, ok, t'as toujours fait comme ça, mais là, ça fonctionne pas. Alors, on va trouver d'autres voies, on va trouver d'autres issues. Et c'est super, ça, dans une relation. Quand l'autre peut être un miroir, mais qui n'est pas jugeant, en fait. Qui est juste, bon, t'es pas parfaite. Et puis, tes bagages, tes trucs, tes traumas, c'est, bon, ok, tout ça, là, ça, c'est ton affaire. Donc, gère, s'il te plaît. Tu vois? Gère. Moi, je suis là pour toi. Je vais te soutenir, mais ça, c'est pas mon problème, en fait. Ça t'appartient à toi. Donc, tu vas pas venir dump tes trucs dans la relation parce que... non, on a tous des traumas, on a tous nos trucs, mais vas-y, il faut qu'on se gère. Et ça, c'était super chouette. Et donc, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte qu'il y a des choses qui se développent. Puis, quasi sans t'en rendre compte, et tu te dis, oh my god, je suis en train de tomber amoureuse de mon mari. Et c'est trop bien comme sensation. C'est agréable. Et je pensais peut-être pas que ça arriverait aussi vite, ou que ça prendrait autant de temps. Enfin, je sais pas si c'était vite ou pas, j'en sais rien. Voilà, on a décidé de fonder une famille. Et là, on attend notre premier enfant. Et donc, c'est génial. Et là, il emménage dans quelques mois ici. Puis voilà.
Mais quelle belle histoire, une histoire vraiment qui nous challenge et qui nous pousse à remettre en question la vision qu'on a du mariage, de la formation des couples et de comment trouver son partenaire de vie. Et nous étions tellement fascinés par l'histoire de notre invité que nous avions quelques questions de suivi. Donc là, dans la partie qui arrive, nous avons demandé à notre invité de nous expliquer en fait quelle était sa conception du mariage et sur quoi est-ce qu'elle était basée. Parce qu'effectivement, on a tendance à penser que l'amour doit être au centre. Et comme elle nous l'explique, ce n'était pas le cas pour elle et son partenaire. Donc, qu'est-ce qui était important pour elle dans ce mariage? Elle nous parle de construire à deux. Qu'est-ce qu'elle voulait construire avec un partenaire? Et elle nous l'explique dans les minutes qui suivent. Personnellement, dans ma vision du mariage, il y avait évidemment ça, le fait de vouloir construire une famille. Je ne m'étais jamais imaginé construire, fonder une famille, en tout cas hors mariage, parce que voilà, je m'étais toujours dit que le père de mes enfants, ce sera mon mari, ou mon mari sera le père de mes enfants, quoi. Et ça, c'était déjà clair dans ma tête depuis longtemps. Et il y a ce truc aussi où avoir un partenaire pour la vie, au fait. Si on n'avait pas eu d'enfant, se dire quelqu'un avec qui tu vas partager plein de trucs. Parce que moi, je viens d'une famille nombreuse où on est assez proches entre frères et sœurs, mais à un moment donné, chacun a sa vie et puis c'est plus comme avant. Tu peux pas débarquer chez ta sœur et rester une semaine parce que voilà, il y a son compagnon, puis elle a des enfants, et puis c'est juste avoir ta personne, en fait. Avoir ta personne avec qui tu vas partager plein de trucs, et puis en même temps qui peut te faire grandir, que tu peux aussi faire grandir sur d'autres aspects. Et pour finir, nous lui posons une question sur l'attirance physique pour savoir si cet aspect a été oui ou non un enjeu dans la construction de la relation avec son mari. Mon mari est un bel homme, c'est un très bel homme même. Et ce qu'il y a, c'est que avant que je l'envisage comme avant cette demande, moi, je le trouvais ok. Et c'est fou parce qu'il y a eu cette demande de mariage, et donc après ce premier bisou, et puis il y a eu, donc 2 mois après, on se revoit pour se marier. Moi, je me rappelle, je me suis préparée, il s'est préparé de son côté. En fait, on était ensemble dans le même endroit parce qu'on était dans un hôtel à Paris, mais on ne s'est pas préparé en même temps. Mais quand il est rentré dans la salle, non, j'ai regardé, j'ai fait quoi? C'est ça mon mari? J'ai trouvé que c'était le plus bel homme de la terre. Et aujourd'hui, moi je trouve que mon mari, c'est le plus beau. Et c'est un truc de ouf parce que je me dis, il n'y a rien qui a changé. Il n'a pas du tout changé entre la première fois, entre le soir où complètement chill, il m'a demandé ma main, mais il était, tu sais, les pantalons africains là qu'on vend à Sandaga là, avec les motifs là, il était habillé comme ça, un débardeur noir, un petit truc à capuche là, et son do-rag sur la tête, et ses claquettes, s'il te plaît, pour te dire, le gars, à quel point il était chill, il était confiant, ça a bien se passé au fait, tranquille. À part ce moment un peu, c'était bizarre en fait, parce que tu n'as pas envisagé d'embrasser cette personne, il n'y a pas eu ce jeu de séduction, donc en fait c'est très bizarre que tu te dises, bon, ok, j'accepte de passer le reste de ma vie avec toi. Et là, on va s'embrasser. Ok, on s'embrasse. Mais c'était un bisou assez rapide. Hein. On s'est juste fait un bisou. Et après, je me rappelle qu'on a commencé à marcher et qu'il mettait sa main autour de mon épaule. J'ai l'impression que ça s'est fait assez naturellement. Tu vois, assez naturellement, voilà, il a mis sa main sur mon épaule, il m'a tenu la main à un moment donné, puis on a tout de suite commencé à avoir des gestes affectueux, et c'était pas bizarre. À une époque, j'aurais dit, pour moi, l'amour, c'est d'accepter l'autre comme il est. Et là, je pense que je dirais plus que l'amour, c'est accepter l'autre, mais et aussi en même temps le faire grandir. Nous espérons que vous avez apprécié l'écoute de cet épisode.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur toutes vos plateformes d'écoute de podcast, à nous laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Music et surtout à nous laisser des commentaires qui partagent votre ressenti par rapport au podcast et aux épisodes en particulier. Suivez-nous aussi sur Instagram à whatislove_podcast. Et si vous avez une histoire à raconter ou à partager, ou si vous pensez que vous avez quelqu'un dans votre entourage dont l'histoire mérite d'être partagée, envoyez-nous un email à whatislovepod@gmail.com ou écrivez-nous tout simplement sur Instagram. Merci.